Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons poursuivre nos délibérations avec les représentants de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux. Alors, bonjour à vous. Pour les fins d'enregistrement, je vous inviterai, s'il vous plaît, à bien vouloir vous identifier. Par la suite, vous disposerez de 10 minutes de présentation et ensuite, nous aurons un échange avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous. Alors, je suis Yves Bolduc, je suis président et directeur général par intérim de l'Association. Et moi, je suis Maître Eugène Abarategui, responsable des affaires juridiques à l'Association. Oui, je vous en prie. Alors, Mesdames, Messieurs, l'annonce du projet de loi 10 nous a surpris par son ampleur, dans la mesure où nous y voyons une opération de démolition du réseau dans sa forme actuelle, alors qu'il avait davantage besoin d'une rénovation, voire d'une déconstruction, pour mieux l'adapter à certaines réalités. Pourquoi donc tout s'aborder? S'il venait à être adopté dans sa forme et ses fondements actuels, le projet de loi 10 constituerait, sans l'ombre d'un doute, le plus grand projet de concentration et de centralisation du pouvoir décisionnel entre les mains du ministre de la Santé et des Services sociaux. Rappelons que, dans les faits, ce sont les gestionnaires d'établissements, les gestionnaires intermédiaires qui, jour après jour, soutiennent, encadrent, mobilisent les employés et les équipes de travail pour fournir à la population les soins et les services requis. Sans reprendre tous les commentaires formulés et les réserves exprimées par les associations d'employeurs et de gestionnaires, ainsi que par un certain nombre de chercheurs et de spécialistes en management pour décrier ce grand coup de gouvernance, la GES aimerait ajouter sa voix à ce concert de réserves pour évoquer un certain nombre de préoccupations en lien avec l'impact probable du projet de loi 10 sur les conditions de travail et d'exercice et sur le rôle du personnel d'encadrement intermédiaire, de même que sur les services offerts aux usagers. J'aimerais porter à votre attention que ce projet de loi créera des mégacentres qui commanderont des gestionnaires chevronnés qui accompliront des mégatâches. Comment attirer des gestionnaires alors que la modernisation du système d'évaluation et de classification des postes d'encadrement ne correspond plus à la réalité depuis plus de 10 ans et qu'aucune modification ne pointe à l'horizon? Des services en péril. Dans le modèle proposé par le ministre, plusieurs aspects nous apparaissent tirés de la pensée magique ou de la volonté de ne pas voir la réalité comme elle se présente, mais plutôt d'aborder celui-ci sous l'angle du retour à l'équilibre budgétaire à tout prix. Selon nous, réunir des services de santé et des services sociaux sous une même gouverne nous ramène en arrière de plusieurs années. À cette époque, au Québec, nous avions opté pour un accroissement de l'autonomie des programmes, entre autres en déficience intellectuelle, en déficience physique, en dépendance, en jeunesse, en leur permettant de se développer à l'extérieur des grandes structures à prédominance hospitalière. Dans le projet de loi 10, nous croyons que le risque de voir le volet santé porter ombrage au volet social est trop élevé si l'on considère l'accroissement constant des besoins en matière d'intervention sociale dans nos communautés. Le prix à payer est trop élevé. Vers des conditions d'exercice de travail encore plus éprouvantes, alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux et ses partenaires du réseau venaient à peine d'unir leurs efforts pour soutenir un certain nombre de projets organisationnels visant à améliorer les conditions d'exercice du personnel d'encadrement, longtemps considéré comme dysfonctionnel et peu optimal en regard des attentes des directions et des gestionnaires, nous voilà à nouveau ramenés à la case départ. En effet, le projet de loi 10 et tout ce qu'il implique comme resserrement et réduction des ressources, nous entrons désormais dans une ère d'austérité et de suspension d'investissements et de soutien financier, compromettant du coup la continuité des démarches d'innovation et de transfert des connaissances. Sans nous étendre, rappelons que les projets d'amélioration de l'environnement, la surcharge de travail, le peu d'autonomie et de l'attitude décisionnelle, l'incompatibilité des rôles et des responsabilités assumées versus ceux attendus, etc. Des rôles et des responsabilités en décalage avec le modèle organisationnel dominant. La journaliste Amélie Daou-Boisvert rapportait dans l'édition du Devoir du 4 octobre que, selon les experts québécois en administration, le modèle de réforme du réseau de la santé et des services sociaux est à contre-courant des approches jugées efficientes à travers le monde. Ce projet de réforme est en décalage en ceci que, sous le couvert d'éradiquer la bureaucratie coûteuse du réseau par l'abolition de structures et de postes de gestionnaires, il introduit en même temps une ligne d'autorité et de gouvernance verticale unidirectionnelle où le pouvoir ultime de gérer et de décider est réservé au ministère et à ses PDG et adjoints, nommés également par le ministre. Bref, la gestion locale portée et animée jusque-là par le personnel d'encadrement
supérieurs et intermédiaires se trouve à être vidé d'autorité réelle pour définir, orienter et décider des mesures à prendre pour livrer les soins et les services dans les localités, dans les milieux, dans les communautés. Depuis plusieurs décennies déjà, les théories classiques du management jusqu'au modèle d'organisation contemporaine ont établi et démontré que plus une organisation est grosse, plus elle est susceptible de développer une ou plusieurs caractéristiques organisationnelles contre-productives, dont, entre autres, une plus grande centralisation des pouvoirs décisionnels, des décisions prises loin des centres d'information pertinentes, des gestionnaires qui ne disposent pas suffisamment de la flexibilité et de l'autonomie nécessaires pour agir et intervenir rapidement sur les situations problématiques ou de crise, des gestionnaires qui demeurent éloignés de leur équipe de travail, de grandes difficultés de mobilisation de multiples équipes d'employés, de plus grande résistance au changement, de faible niveau d'innovation, sentiment d'appartenance peu développé. Les impacts maintenant sur les impacts de la loi 10 sur les conditions de travail qui régit les cadres intermédiaires vous seront présentés par M. Abaratagui, ici à ma droite. Avant de commencer, notre propos, ce stade-ci, c'est de discuter légèrement des conditions de travail qui sont prévues au projet de loi, les articles 116 à 119. Mais avant de débuter, il y a un message que les membres de l'association, les 7300 gestionnaires, nous ont demandé de communiquer au ministre. Le 26 août dernier, lors d'une rencontre avec le ministre nous disait que tout le monde va être touché par les changements à venir. L'Assemblée générale de l'association a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier, et à l'unanimité, les 7300 membres de l'association ont voté une résolution à l'effet de demander que le projet de loi 10 respecte, défende intégralement leurs conditions de travail qui sont prévues dans un règlement. Alors, ceci dit, au mémoire qu'on vous a déposé, j'attirerai votre attention sur les pages 8 et suivantes. Le mémoire discute en détail des conditions de travail qui sont prévues dans le projet de loi 10, mais malheureusement, le projet de loi 10 n'en contient que 4 articles. Donc, c'est les articles 115, 116, 117 et 119, 118, 119. Dans notre mémoire, ce qu'on souligne d'emblée, c'est que, vous savez, les conditions de travail des cadres, des gestionnaires sont régies par un règlement, le règlement 1218-96, et ce règlement-là prévoit, depuis plusieurs années, depuis 2001, en fait, un comité consultatif sur la révision des conditions de travail. Il est même dit dans le règlement que le rôle du comité est de discuter des projets de modification des conditions de travail. Or, lorsque le projet de loi 10 a été déposé, on y voit 2 articles, l'article 118 et 119, qui, à sa lecture, vont modifier les conditions de travail des cadres. Or, il n'y a eu aucune consultation auprès du comité consultatif pour discuter des principes. Si ce n'est que des principes, les articles 118 et 119, mais ces principes-là vont avoir des conséquences assez importantes sur l'application des conditions de travail et on soumet aux membres de la commission qu'il faudrait peut-être discuter de l'application du principe avant son adoption. Puisque une fois, par exemple, que l'article 118 qui dit que la présente loi constitue l'avis prévu à l'article 81 du règlement, bien, ça va être trop tard. Or, l'article 81 du règlement, malheureusement, parle d'intégration partielle, alors que c'est l'article 86 du règlement qu'il faut écrire, qui parle d'intégration totale. Alors, notre demande principale à l'association à ce stade-ci, c'est que depuis 2001, Monsieur le ministre, il y a eu plusieurs consultations auprès des associations de cadres et même des associations de cadres supérieures qui nous précédaient. Et toutes ces consultations-là ont permis plusieurs modifications au règlement. Elles sont, d'ailleurs, on a inclus à la page 13 du mémoire toutes les modifications réglementaires qui ont été permises suite à des discussions, des consultations avec les associations d'employeurs, le ministère, les associations de cadres pour permettre que les conditions de travail des cadres soient
soit applicable et soit surtout tienne compte de la réalité. Bon. Alors, la première requête qu'on fait au niveau des conditions de travail, c'est de faire en sorte que ce comité-là, compte tenu de l'ampleur du changement que la loi va apporter au niveau des conditions de travail, que le comité consultatif soit en action sur vraiment discuter de 2 points très particuliers qui sont, exemple, les mesures de stabilité d'emploi. Or, l'article 119, j'attire votre attention sur l'article 119, se lit comme suit. Un cadre bénéficie des mesures de stabilité d'emploi prévues à ce règlement, mais le cumul des délais prévus pour l'ensemble de ces mesures ne peut excéder 36 mois. Bon, une fois dit, le règlement sur les conditions de travail prévoit un ensemble de mesures sur l'application de la stabilité d'emploi. Et c'est important de tenir compte que, ce faisant, si le projet de loi 10 était adopté tel quel aujourd'hui, pour les cadres, par exemple, qui seraient affectés par des restructurations administratives, des abolitions de postes, et qui voudraient choisir le congé de pré-retraite, qui est prévu à l'article 121 du règlement, bien, la possibilité de pouvoir étaler le congé de pré-retraite pour leur permettre d'atteindre une rente de retraite sans pénalité, par exemple, disparaît. Il serait préférable qu'on discute de l'application de ce principe-là avant de l'adopter. Également, cette modification-là aurait pour effet d'affecter largement tous les cadres qui choisiraient le replacement, puisque les cadres intermédiaires, les gestionnaires et même les cadres supérieurs qui seront affectés, parce que vous savez que c'est le même règlement pour les 2 groupes, tous les cadres qui choisiraient le replacement ne pourraient plus bénéficier de prêts de service, de congés sans solde, de congés de retour aux études pour permettre à des cadres qui seront affectés de se replacer, soit dans le réseau ou à l'extérieur du réseau même, ou dans la fonction publique ou dans l'éducation, puisque le règlement traite des 3 secteurs. Je reviens sur les cadres en congé de pré-retraite. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les dispositions d'étalement qui sont dans les conditions de travail des cadres, c'est des congés sans solde. Donc, on retire la possibilité de pouvoir étaler une période de 36 mois de mesures de stabilité d'emploi sans frais. Or, on sait que les règles de la CARA qui permettent de racheter des périodes sans solde existent, et pour les cadres qui sont à la fin de leur vie professionnelle, et on le sait, les cadres sont largement, ont énormément donné de services dans le réseau de la santé, mais pour ces cadres-là, ça peut être déterminant entre prendre une rente avec pénalité, qui serait de 4 % par année, et une rente sans pénalité. Donc, l'article 118 et 119 devraient être revus, et l'adoption actuelle, la loi, dans son libellé actuel, affecterait les droits de plusieurs personnes et sans qu'on les ait consultés. Alors, c'est le message à ce stade-ci sur les conditions de travail des cadres. Je vous invite à lire plus en détail, puisqu'on l'a énuméré, les effets que pourra avoir l'adoption de l'article 118 et 119 dans sa forme actuelle, et je vais laisser M. Bolduc conclure. En conclusion, nous estimons que la réforme telle qu'elle est décrite dans le projet de loi 10 ne rejoint pas les attentes de l'Association et de ses membres. Elle contribue assurément davantage à assouvir le besoin de contrôle du ministre. Plusieurs questionnements demeurent légitimes à nos yeux. C'est que cette réforme-là ne donne aucune place au débat d'idées. Elle retire le pouvoir aux communautés, accentue l'hospitalocentrisme au détriment des services sociaux, accentue la mainmise du pouvoir médical, amène le ministre et son ministère au niveau de la microgestion dans les établissements, représente une rupture manifeste avec l'approche et la responsabilité populationnelle qui étaient chères aux prédécesseurs du ministre, que ce soit messieurs Rochon, Couillard et ou Bolduc, ne se fonde guère dans son articulation sur les meilleures pratiques et sur les données probantes. Il est malheureux d'en arriver là, selon nous, car le réseau de santé et des services sociaux est rempli d'hommes et de femmes de cœur qui ne demandent qu'à contribuer à l'accroissement des services, tant sur la base qualitative que quantitative. Au cours des prochaines années, les gestionnaires seront plus occupés, à nos yeux,
à jouer à la chaise musicale qu'à œuvrer au développement et à la consolidation du réseau, comme le commande leur rôle. En conclusion, nous préférons vous laisser sur un message confié par un directeur visionnaire de la Direction de la planification de la main-d'œuvre et du soutien du changement dans un récent éditorial dans la revue Le Point en administration de la santé et des services sociaux. La mobilisation, la préparation et le soutien de nos cadres intermédiaires sont essentiels pour réaliser les nombreux changements requis dans ce réseau. Merci. Merci beaucoup aux représentants de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux. Vous disposiez de 10 minutes. Le ministre a insisté pour que vous puissiez conclure. Vous avez dépassé de 5 minutes, donc vous avez présenté pendant 15 minutes. Je retire ce temps à la demande du ministre sur le temps donc qu'il vous a donné. Et je cède la parole pour un échange au ministre de la Santé et des Services sociaux pour un temps de 17 minutes 30. Merci, M. le Président. M. Bolduc et M. Abarat-Egui, merci d'être venus aujourd'hui. Écoutez, je prends bonne note des commentaires que vous nous avez faits. Évidemment, on ne sera pas d'accord sur la portée et la vision du projet de loi. Je comprends, par contre, ce qui vous alimente et qui vous dirige vers les conclusions que vous faites. Alors, je vais quand même commencer par faire des commentaires sur ce qui m'apparaît vous avoir alimenté dans votre réflexion. Madame Daou-Boisvert a fait un reportage qui est ce qu'il est. Bon. Et c'est son droit, puis je pense qu'elle fait bien son travail. Ceci dit, je ne peux pas faire autrement que de conclure différemment, puis je vais vous indiquer là où il y a des différences. Vous, d'entrée de jeu, vous faites référence à la démolition du système de santé à toute fin utile, là, c'est vos mots. Je vois pas où la chose ici peut se démolir, d'une part. Et vous faites référence à plusieurs reprises, aux conditions de travail des cadres. Écoutez, je comprends, là, tout ce que vous me dites. Je suis parfaitement disposé, avec mon équipe, à vous rencontrer pour discuter des conditions de travail. J'entends tous les commentaires que vous avez faits, mais évidemment, c'est pas en commission parlementaire qu'on va pouvoir régler ça. Quoique je vous l'accorde, il y a des impacts. Je vous l'accorde. Ceci dit, les impacts dans ce projet de loi-là, qui vise à faire une intégration d'abord et avant tout administrative, avec une finalité qui est dirigée vers le patient. Une intégration administrative qui, oui, c'est vrai, vise à faire des économies. Et comme j'ai dit à vos prédécesseurs, oui, c'est vrai, nous nous adressons à ce que d'aucuns considèrent, à certains égards, d'un surencadrement que nous avons dans notre réseau. C'est vrai qu'il va y avoir des impacts à votre niveau. Ceci dit, il n'en reste pas moins que les impacts devront être, et c'est comme ça que c'est destiné, le plus près possible de la haute direction. Et plus on descend vers les services, et moins il y aura d'impact jusqu'à ne pas avoir d'impact. Et corrigez-moi si je me trompe, mais votre association représente les gens qui sont les plus près des services. Vous n'êtes pas en haut, là. Alors, vous êtes près des services. Et je reprends l'exemple que je donne à tout le monde. Il n'y a pas une infirmière-chef qui va perdre son poste, là. Lorsqu'on se rapproche du service, l'impact est nul. Parce que c'est une intégration organisationnelle qui vise le patient et en même temps faire des économies. Et parce que ça vise le patient, il est bien évident que pour nous, il n'est pas question d'aller altérer de quelque manière que ce soit ce qui se passe au point de service. Je l'ai dit et redit, là, à date, là, et je suis convaincu que vous avez suivi les travaux parlementaires et vous m'avez entendu le dire. Il se trouve que ce que je dis ne se retrouve pas toujours dans le journal. Il y en a, là, des fois qui se retrouvent, mais pas tout le temps. Mais c'est ça qui est la réalité. La réalité, là, est une réalité d'intégration parce que le système a montré dans sa vie des 10, 15 dernières années, et vous remontez à Jean Rochon, là, ben Jean Rochon, si vous trouvez que ça a été un succès, là, l'épisode du Parti québécois, si vous trouvez que les 10 ans qui ont suivi Jean Rochon ont été des années glorieuses dans notre système de santé, ben vous devez être parmi les rares dans la province de Québec, et je ne fais pas partie de votre groupe. Alors, aujourd'hui, on essaie de faire des choses qui vont idéalement éviter les écueils qu'on a pu éviter dans les réformes précédentes.
Et je pense qu'on est bien placé pour le faire. Et quand vous dites qu'on va détruire, démolir, vous n'avez pas dit détruire, vous allez dire démolir le système de santé, je vois pas là comment qu'on va le démolir, puisque l'inspiration qui nous amène à aller dans la direction dans laquelle on va est une inspiration basée sur des systèmes qui ont fait la preuve qu'on était capable de faire ça, comme je l'ai bien expliqué et ou démontré à vos collègues des cadres supérieurs dans la présentation de 20. Je pense que vous étiez présents lorsque j'ai fait ces commentaires-là. Alors, vous dites, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce n'est pas le cas. Vous dites que c'est de la centralisation. Ça ne sera pas de la centralisation, à moins que vous, comme cadre, dans votre vie professionnelle, vous considériez qu'en quelque part, la personne qui est au-dessus de vous n'ait pas des orientations à donner. Un système, à un moment donné, là, doit donner des orientations. Quelqu'un doit donner des orientations. Et là, quelqu'un, là, je pense que dans notre société, c'est le ministre. Par contre, l'exécution doit être faite par des gens qui sont sur le terrain. C'est votre vie, là. Je fais un parallèle avec la vie que vous vivez. Vous recevez à tous les jours des orientations. Vous exercez votre profession pour livrer ce qu'on vous demande de livrer et vous êtes évalué là-dessus. C'est la même chose. Alors, dans le système dans le projet de loi 10, ce qui est visé, c'est une relation de ce type-là. Je ne vois pas en quoi le fait pour un ministre d'avoir le pouvoir de donner des orientations et de donner une responsabilité à une administration qui sera imputable de livrer des livrables, ça soit un exercice de démolition. En fait, j'aimerais bien vous entendre dans quelques instants nous parler des problèmes de fonctionnement que vous avez dans le réseau, vu d'un cadre. Hein? J'aimerais que vous me parliez des non-décisions qui existent dans le réseau, faute de leadership. J'aimerais que vous nous parliez de tous les problèmes d'intégration qui existent, faute de leadership en intégration. J'aimerais que vous me parliez de toutes les choses qui ne se font pas, faute de pouvoir intervenir sur tel groupe. C'est ça votre vie. Et c'est la même vie que j'ai vécue lorsque j'étais sur le plancher des hôpitaux avec vous. Et lorsque je regardais l'extérieur de l'hôpital ne pas être coordonné avec l'hôpital. Je la vois pas, la démolition. Je comprends, par contre, votre réaction face à ça parce que vous vous sentez visé sur le plan professionnel, je en conviens. Vous voudriez avoir plus de discussions avec nous en termes de ce qui arrivera dans le futur pour tous les éléments qui sont liés aux conditions de travail. J'en suis. Nous devons nous parler, nous devons nous rencontrer. Mais le fait de subir un impact professionnel, organisationnel, ça ne disqualifie pas le bien fondé de cette réforme-là, qui, lui, est reconnu par tout le monde. Là. Vous êtes le premier groupe là, qui vient dire de façon nominative que vous allez assister à une démolition. Et la démolition, c'est comme si ce que l'on veut faire n'a pas son bien fondé. Tout le monde a dit le contraire. Tout le monde a émis des réserves, et je le comprends. Et c'est pour ça qu'on a une commission parlementaire pour entendre les gens. Et c'est pour ça qu'on a une commission parlementaire pour recevoir des suggestions. Alors moi, je suis ouvert à tout, il n'y a aucun problème, mais je ne peux pas, évidemment, être d'accord avec la position assez affirmative que vous nous proposez, à moins que vous ayez des éléments autres que ce qui est rapporté sur la place publique pour le justifier. Il y a plein de littérature qui montre, et d'expériences réelles sur le terrain, qui montrent que ça se fait là, ça. Et qu'il y a une plus-value à certaines conditions. Je vous laisse la parole. Mais écoutez, quand on parle de démolition du réseau, on parle de démolition des services, de proximité des services. Vous comprendrez que la littérature est assez claire là-dessus. Plus les établissements, plus les organisations sont grosses, sont très grosses, on fait face à une déresponsabilisation, on fait face à une démobilisation, on fait face à des conséquences qui sont majeures. Le risque que nous, on voit, c'est à partir de là. À partir de là, parce que je vous dirais, je proviens d'une région, j'émane d'une région, et ça me questionne aussi par rapport au niveau des régions. On était réunis la semaine dernière, au-delà de 500 participants au congrès de la GES à Trois-Rivières,
Et on a senti, on nous a parlé, on nous a questionné autour de ce projet-là. Et je vous dirais que l'analyse qu'on en fait à l'association, c'est qu'il y a dans le réseau, à l'heure actuelle, une crainte élevée de voir des pans de service, et c'est là qu'on parle de démolition. Hein? Je vous disais que je proviens d'une région, je proviens d'un centre de réadaptation en déficience intellectuelle, que si on n'avait pas sorti ce centre-là du milieu hospitalier, il ne se serait jamais déployé comme les services se sont déployés aujourd'hui, parce que, essentiellement, le vacuum médical faisait en sorte que les services qui se développaient étaient plus proches de l'aspect médical. Si vous mettez un méga-établissement, les services vont se développer autour du méga-établissement, puis ça, on ne se le cachera pas. Hein? Deuxième élément aussi que je peux, quand vous parlez de leadership, moi, je pense que les gens ont du leadership à l'intérieur des établissements, puis loin de moi de mettre en doute le leadership qu'il y a dans les établissements. C'est facile de dire qu'il manque de leadership quand on donne pas les outils, quand on donne pas les orientations, quand on garde envers soi, comme, je vous dirais, comme ministre, comme ministère ou quoi que ce soit, je dis pas que c'est vous, il y en a passé plusieurs. Quand on garde les éléments essentiels au déploiement des services, je vois mal comment on peut prendre son envol. Hein? On reproche plein de choses au C3S, là, mais je vous dirais qu'après 10 ans, on commençait à voir lever l'avion, hein, si je veux vous imaginer ça, à voir relever l'avion des C3S, parce qu'il leur manquait plein de leviers. Aujourd'hui, on met un X là-dessus, on dit il manque de leadership, il manque de cohésion. C'est pas de la cohésion qui manque, c'est les outils pour y arriver. Les cadres que nous, on gère, on représente, je vous dirais, ce qu'ils nous disaient, leur plus grande crainte, c'est de voir glisser entre leurs mains le pouvoir d'ajuster les services en fonction des besoins réels de la population dans les localités à la grandeur du Québec. Quand la tête dirigeante sera à Chicoutimi puis que les services se donneront dans le haut du lac Saint-Jean pour dire quelque chose, c'est pas à Chicoutimi qu'ils vont savoir que la problématique X est plus présente à Dolbeau puis qu'il faudrait peut-être mettre plus d'effectifs à Dolbeau. C'est Dolbeau qui va le savoir. Et c'est là que les gestionnaires ont beaucoup d'inquiétudes sur la centralisation des pouvoirs, la centralisation inévitable au fil des ans des services alentours, puis on va voir en périphérie les services être de moins en moins présents. C'est ce qui nous amène à dire, est-ce qu'on se dirige vers une démolition du réseau dans sa configuration actuelle? On y croit. Puis ce que notre monde nous dit, c'est exactement ça. C'est très bien. Mais ce que vous dites, là, ce à quoi vous vous adressez essentiellement, vous vous adressez au projet de loi 10 en espérant qu'il fonctionne, mais en pensant qu'il ne fonctionnera pas. Alors, je vais prendre l'exemple que vous venez de prendre. Vous êtes dans les centres de réadaptation. C'est ça que vous avez dit. Tout le monde qui est venu ici en réadaptation, tout le monde nous a exprimé sa crainte d'être mangé par l'hôpital. Et la crainte vient du fait, évidemment, que dans le passé, les budgets n'ont pas été contrôlés, n'ont pas été garantis. Or, le projet de loi 10 vous le donne, le levier, parce que dans l'orientation et dans le projet de loi, votre budget va être protégé. Vous ne l'avez jamais eu. Vous voulez un levier? Vous l'avez. Il est dans le projet de loi 10, il n'était pas là avant. Vous parlez de la proximité, je l'ai dit à plusieurs reprises. L'orientation ministérielle sur laquelle les dirigeants vont être jugés à la fin de l'année va, entre autres, être cet élément-là qui est celui d'amener le service aux patients le plus près possible. J'ai même été critiqué ici, pas ici, je m'excuse, dans les médias, par des observateurs externes, pas des journalistes, par des observateurs externes. J'ai été critiqué par le fait, sur la base d'amener trop de soins à proximité. Là, à un moment donné, là, imaginez-vous, là, la schizophrénie publique, là, c'est assez spécial, là. Vous me demandez une affaire, puis il y a du monde qui me dit que vous venez de me dire, c'est pas bon.
Et vous prenez l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si c'est de là où vous venez, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un endroit qui actuellement est en train de s'intégrer dans tous les secteurs et il n'y a rien qui est venu à mes oreilles du milieu à date à l'effet que Dolbeau, pour prendre votre exemple, allait être maltraité ou était actuellement en voie de maltraitance. Ça, c'est une question de gestion, d'orientation et d'imputabilité et je vous dis que le système, l'objectif qui est visé ici, est exactement le contraire de l'hospitalocentrisme. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas des débats. Il va y en avoir des débats, là. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas des tensions. Il va y en avoir. Mais je l'ai dit à tout le monde. Le patient ou le citoyen qui est en centre jeunesse, en réadaptation, en n'importe quoi qui est à petit budget mais de grande importance, devra être traité sur le même pied que celui qui est à l'hôpital à se faire opérer à cœur ouvert. C'est ça qui est la finalité. Et cette finalité-là ne peut être exercée que par une organisation qui a une direction qui pense comme ça, qui a l'obligation de penser comme ça et qui est imputable. Ce n'est pas un take-over du gros hôpital dans la région de tout le reste. Ça ne peut pas être ça. Si c'est ça, ben, je vais être ici pour que vous veniez me dire des bêtises, vous avez bien raison de venir m'en dire parce que je vais avoir échoué. Mais ce n'est pas ça la finalité. Alors, la démolition, je vous dis ça pour vous rassurer. J'espère que ça vous informe plus clairement, compte tenu que je suis en quelque part une partie des auteurs de la chose et que je le pilote. C'est ça qui est la finalité. Et les textes seront écrits en conséquence. Maintenant, évidemment, il y a toute la question des conditions de travail auxquelles vous faites référence qu'on ne peut pas régler ici. On se reparlera. Mais en quelque part, même si vous exprimez vos craintes, je suis content de constater que nous avons une vision commune de l'objectif final à atteindre, mais on n'a pas les mêmes craintes. Tout à fait. Je vous dis que, je le disais tantôt, hein, les gestionnaires au niveau des établissements sont des gens de cœur qui travaillent, je vous dirais, de façon souvent démesurée. Hein. On a fait des tests un petit peu partout pour voir comment ces gens-là travaillaient. Ils sont rémunérés 35 heures, mais je vous mets au défi de trouver un cadre intermédiaire, un gestionnaire qui travaille 35 heures. On est tous à 40, 45 et 50 heures. Donc, les gens vont mettre l'épaule à la roue. Simplement, on veut être écouté. Ça aurait été le fun, hein? Ça aurait été agréable d'être peut-être consulté. On est les premiers acteurs sur le terrain, vous l'avez dit tantôt. On ne parlera pas du passé, on va parler de l'avenir, puis les prochaines modifications, on souhaite y faire être partie prenante, puis on va être capable d'en discuter puis faire part de nos... Puis je termine en vous disant juste une chose. Vous m'avez pas rassuré par rapport à l'hospitalocentrisme. Parce que même dans votre propre discours, vous ne parlez que de patients. Je vous rappellerai qu'en centre jeunesse, c'est pas des patients. Qu'en déficience intellectuelle, c'est pas des patients, ce sont des usagers. Moi, si vous voulez me rassurer, changez votre vocabulaire, puis parlez-nous des usagers du réseau de la santé. Ça va peut-être être plus rassurant. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à l'échange. Je cède maintenant la parole à la députée de Taillon pour une période de 13 minutes 30. Merci beaucoup, M. le Président. M. Bolduc, M. Abaretegui, merci de votre présentation. Je vous dirais que dans votre mémoire et dans vos recommandations, ça transparaît que votre préoccupation, vous êtes venu en parler non seulement au nom des gestionnaires que vous représentez, mais que vous avez une vision plus globale, parce que je constate que dans vos premières recommandations, vous avez des préoccupations qui relèvent effectivement du volet santé qui va porter ombrage au volet social. Vous avez des préoccupations des interventions sociales dans nos communautés. Vous demandez une place privilégiée aux citoyens et vous vous êtes préoccupé par la proximité. Alors tout ça, ça rentre pas nécessairement directement dans votre mandat de défendre les gestionnaires et c'est parce que vous témoignez de la priorité que ces gestionnaires et de la vision qu'ils ont de bien réaliser les besoins de la population. Alors, moi, je vous félicite puis je vous remercie pour cette approche-là. Vous avez parlé tantôt que les gestionnaires étaient proches des bons coups puis peut-être des moins bons coups. Moi, je voudrais voir un petit peu avec ce que vous nous avez dit. Le ministre a parlé beaucoup des orientations.
Maintenant, il semble qu'il nous manque dans notre système de santé des outils. Vous avez parlé d'outils qui nous manquaient. Ce serait quoi les outils principaux qui manquent dans notre système de santé? Pas individuellement au gestionnaire, mais de façon globale. Vous avez une bonne vision, vous avez 7000 membres. Écoutez, ça va être très bref là-dessus. Là. On a un réseau, puis le ministre disait tantôt que c'est son objectif. On a un réseau qui a souvent la difficulté à se parler entre la première et la deuxième ligne. Donc, moi, je vous dirais, si on avait des systèmes intégrés, ne serait-ce que des systèmes d'information intégrés sur le cheminement d'un usager, ça rendrait les choses pas mal plus faciles. Hein? Et on aurait peut-être un contrôle un peu plus grand sur ne serait-ce que la consommation de services. Donc, moi, je pense qu'un des premiers outils qui est nécessaire dans la gestion quotidienne, c'est d'avoir des outils. Puis aujourd'hui, là, avec les niveaux informatiques qu'on a accès, c'est quasi impensable qu'on ne soit pas rendu à avoir des systèmes intégrés qui puissent nous permettre de gérer au quotidien l'ensemble de ces demandes-là, de ces services-là, puis de voir comment chemine un usager dans notre réseau. Là. On n'a pas besoin de tout réunir ça. On a des systèmes qui se parlent aujourd'hui, puis on dit même on va travailler en visioconférence parce que c'est moins compliqué, puis là, on n'aura même plus besoin de visioconférence, on va tout être dans la même boîte. Là. Alors. Le député Taillon, je vais me faufiler pour demander la permission pour que l'on puisse terminer, passer l'heure réglementaire. Alors, on a le consentement. Désolé, je vous en prie, poursuivez. Alors, je suis très contente de vous entendre dire ça parce que, effectivement, nos systèmes d'information sont vraiment préhistoriques actuellement au Québec et c'est un des éléments de performance et une des raisons de non-performance. Et c'est sûr que vous êtes en fait très limité par l'absence de ces systèmes d'information appropriés. On sait que même dans les fusions d'hôpitaux, les tests de laboratoire sont même pas compatibles d'un hôpital à l'autre. Alors, il y a vraiment une priorisation qui n'a pas été faite il y a 10 ans, il y a 12 ans sur et beaucoup d'autres provinces canadiennes en ont profité et ont vraiment rendu leur système plus performant, mais nous, on l'a pas fait à ce moment-là. Dites-moi un peu, je vois aussi là qu'il y a des enjeux, je ne veux pas rentrer dans le détail des ressources humaines, mais de façon globale, parce qu'il reste que dans les économies dont le ministre nous parle, 220 millions d'économies associées au projet de loi 10, il y a une grande partie qui vient des ressources humaines. Est-ce que vous voyez des coûts indirects qui sont peut-être pas là dans les économies? Nous, on a reçu le tableau, là, mais il n'y a que la section économie. Est-ce que il y a autre chose qui va apparaître avec le réaménagement? Mais c'est une photo, hein? 220 millions, c'est facile. Là. On prend un organigramme, puis on en sort un lot, puis on évalue par tête de pipe, là, puis on dit, voilà des économies de 220 millions, mais ne serait-ce que vous rappeler les mesures de stabilité d'emploi, du personnel d'encadrement, il y a un coût à ça. Hein? Ça, c'est un coût non déclaré, mais il y en a un, puis il va être assez élevé. On parle de 1300 postes. C'est pas vrai que c'est tous des gens qui vont partir à la retraite. Là. Il y a des postes qu'on va fermer, puis il y a des gens qui ont des droits à l'intérieur de ça. Nous, on pense que c'est ça. Après ça, je vous dirais que on va passer sous silence là, tout le branle-bas de combat administratif. Là. Hein, pour nous, ça va avoir un coût aussi. Là. Les bureaux vont changer de place, les gens vont devoir déménager. Hein, on disait tantôt, dans nos mesures de stabilité d'emploi, à partir du moment où quelqu'un va vouloir être en replacement à l'intérieur de 50 kilomètres, je vais vous dire une chose, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va le sortir, on va l'envoyer à Québec, là, il va envoyer qu'un établissement. Donc, on va se retrouver où? Il y a plein d'éléments avec lesquels on n'a pas été consulter. Ça aurait été le fun qu'on nous consulte au préalable en disant voilà ce qui s'en vient, puis comment on peut s'entendre sur des principes à l'intérieur du décret, au moins des ententes de principe pour qu'on soit capable. Parce que là, ce qu'on a fait, là, on a placé, puis on l'a extrêmement bien senti la semaine dernière, tous les gestionnaires sur la base intermédiaire, tous les gestionnaires à un niveau d'anxiété, d'insécurité, qui, pour certains, là, est dur à vivre.
si on considère l'ampleur de la tâche qui s'en vient, puis on ne sait pas comment elle s'en vient. Effectivement, dans une révision basée sur une amélioration de la gouvernance, puisque c'est le titre du projet de loi 10, il y a une dimension qui est importante, c'est l'appropriation par les acteurs de cette révision de la gouvernance. Et on sent effectivement beaucoup de démobilisation, autant des gestionnaires, je vous dirais, que des professionnels de la santé, et beaucoup de préoccupations des usagers et des patients. Donc tout ça, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous me dites, après 10 ans, on voyait lever les C3S. Je trouve que ça illustre tellement bien que le réseau de la santé, c'est un immense paquebot, et quand on veut le faire virer, c'est très, très, très long. Et ça prend 10 ans, et peut-être qu'avec notre système actuel, là, on n'était pas loin. Si on avait ajouté des systèmes d'information appropriés, moi, je pense qu'il y avait des éléments très positifs dans tout ça, et surtout des gains d'efficience rapides, parce que là, on voit pas toujours comment la première ligne, ça va changer des choses pour les gens qui attendent actuellement leur médecin de famille. Alors ça, c'est toujours une préoccupation. Tantôt, vous avez parlé aussi de la perception centralisée au niveau de l'hôpital. Je vous dirais que effectivement, on le sent. Vous n'êtes pas les premiers à nous le dire. Et tantôt, même, on a parlé là, extérieur, pas coordonné avec l'hôpital. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est il faudrait que tous soient coordonnés avec le patient ou avec l'usager. Et on n'essaye pas de se coordonner avec un hôpital ou avec un GMF, on essaie de se coordonner avec le parcours du citoyen qui part de chez lui puis qui a besoin d'avoir des soins sans faire des allers-retours continuels, en sachant où il va aller, quand est-ce qu'il va avoir le résultat, qui va l'appeler, puis où il va aller la prochaine fois dans un contexte bien planifié. Et ça fait encore référence à nos systèmes d'information. Donc, vous avez parlé du risque de centralisation et de la politisation et des nominations. En quoi ça vous préoccupe? Comment, dans vos membres, là, tout ça se traduit, ces préoccupations-là? Je le disais tantôt, la plus grande préoccupation, c'est la proximité des services qui risque d'en souffrir. Hein? Comment un gestionnaire au niveau local, pour dire quelque chose, à 150 km du siège social, comment il aura de l'emprise sur la gestion des services demain matin, quand l'urgence déborde, quand il y a une épidémie, quand il y a... comment il aura d'emprise sur l'ajustement des services alors qu'on aura donné en haut des grandes lignes, le PDG aura donné ses grandes lignes, il les aura fait descendre en bas, puis qu'on sait que le PDG, s'il ne suit pas les lignes ministérielles, il est sur un siège éjectable, on l'a entendu déjà. Donc, pour le personnel gestionnaire de première ligne, que sont notre monde, c'est très préoccupant, parce que c'est nous qui voyons là, au quotidien quand ça bouchonne à un endroit, puis quand il faut faire entrer des ressources supplémentaires, ou quand il faut déménager des ressources, quelle emprise on aura encore là-dessus, alors que tout, dans le fond, c'est une approche top-down vers laquelle on s'en va, là. Hein? Bon, je l'ai toujours dit, c'est la pire approche qu'on peut pas avoir. Top-down, puis à la grandeur de la province. Donc, moi, c'est beaucoup demander à des gestionnaires qui ont à cœur le développement des services, ils ont à cœur la responsabilité, mais à la responsabilité aussi des équipes soignantes, là. Hein, de la surcharge de travail, le stress que ces gens-là vivent, etc. C'est les gestionnaires qui récupèrent tout ça au quotidien, là. Mais comment on va gérer ça, dorénavant, avec une grosse, appelons ça, direction des ressources humaines, centralisée à un endroit? On va-tu être capable de bien définir, excusez-moi, l'anglicisme, le fine-tuning en bas? C'est très préoccupant pour le personnel d'encadrement. Il y a des chercheurs, des experts dans l'organisation des soins et dans la gouvernance qui ont dit que quand on avait une concentration importante du pouvoir dans un conseil d'administration, là, il y a le ministre, mais il y a le conseil d'administration qui est très limité, et qu'après ça, il y avait une marche très haute avant l'action sur le terrain. Il y avait un effet secondaire, je vous dirais, qui était de finalement recréer
d'autres postes, d'avoir à recréer d'autres situations, d'autres comités, d'autres structures qui viennent un peu compenser pour cette difficulté là, cet écart, cette marche trop haute entre le conseil d'administration d'un 6, et on en aura juste, là, on comprend, quelques-uns dans la province, même pas une vingtaine, et dans le fond, le terrain et tous les gens qui doivent recevoir des consignes et appliquer des mesures efficaces dans un réseau de santé et un réseau de services sociaux aussi. Effectivement, c'est dans notre lignée de pensée aussi. C'est clair que on enlève une structure. On dit qu'on va enlever la structure des agences, mais une des craintes qu'on a aussi, c'est qu'on recrée les structures, mais à l'interne, pour justement pallier à l'écart qu'il y aura entre le niveau de décision et l'opérationnel. Oui, effectivement, on est un peu d'accord avec vous là-dessus. Au niveau des régions, comment ça va se traduire? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des pertes d'emplois. Est-ce que les personnes des régions vous ont exprimé des préoccupations particulières? La préoccupation première que je vous donnais tantôt, c'est que quand dans le décret, on dit que les gens vont être replacés dans un rayon de 50 km, puis que le poste est fermé à Amos, pour dire quelque chose, et si on centralise, puis qu'on est un établissement, ça veut dire que 50 km, on l'applique comment? C'est ça qu'on disait. Il y a plein d'éléments dans nos conditions, dans notre décret, qui auraient mérité quelques ententes de principe avant d'avancer là-dedans. Là, on va y aller à posteriori. Mais oui, c'est préoccupant parce que les gens disent, moi, je veux pas sortir de ma région, là. Hein? Si on me replace dans un autre établissement, puis qu'on me part d'Amos, puis qu'on m'envoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, excusez, là, mais j'ai une famille, j'ai des enfants, je suis installé, puis je veux vivre là. Le danger, c'est ça. Est-ce que, dans la réflexion que le ministère a, il entend aller jusque-là? On n'est pas au courant, on ne sait rien. C'est ça qui est plate. On est les premiers acteurs sur le terrain et on ne sait rien. Alors, ceci met fin au bloc d'échange avec la députée de Taillon. Je cède maintenant la parole pour un temps de 9 minutes au député de Lévis. Merci, M. le Président, M. Bolduc, M. Abarategui. Je comprends les problématiques, et vous les exprimez très bien. Conditions de travail, bien sûr, et vous venez d'en parler abondamment. Je reviendrai cependant sur le tableau du ministère, vous l'avez abordé aussi, qui prévoit une économie de 220 millions, vous l'avez dit, avec d'ici 2017-18, en passant par l'abolition de 1300 postes de cadre. D'abord, ce tableau, vous nous avez dit, c'est comme une photo avec des dollars par personne pour arriver à un calcul comme celui-ci. Avez-vous consulté, avez-vous vu ce tableau-là? Avez-vous contre-expertisé? Avez-vous l'impression qu'on sous-estime les effets et les coûts de transition dans un projet comme celui qui est présenté? On n'a pas eu le tableau. On a eu le discours du ministre quand il nous, en campagne électorale, c'est soit M. Barrette ou le premier ministre, là, ma mémoire fait défaut un petit peu, mais on nous avait annoncé une coupure de 10 dans l'appareil de gestion gouvernementale. Donc, le 1300, 1280 quelques, là, il origine de là. Hein. Et, un élément important, c'est qu'on nous disait qu'on va couper dans la bureaucratie. Il faudrait savoir que la bureaucratie, c'est pas l'apanage des gestionnaires. Les gestionnaires sont majoritairement des gestionnaires cliniques. Et quand on sombre dans la bureaucratie, c'est parce qu'elle est commandée par le ministère. Le nombre de redditions de comptes que les gestionnaires ont à faire, c'est phénoménal. Je vous donnerai comme exemple que j'avais un gestionnaire il y a quelques semaines dans un C3S qui me disait, tu sais Yves, quand Agrément Canada rentre ici, là, je dois répondre à 3700 quelques éléments qui vont être vérifiés. Je dois être en reddition de compte sur 3700 quelques éléments. Et là, je vous fais grâce des rapports 475, etc., etc. Donc, il y a plein de redditions de comptes qui nous amènent à faire de la bureaucratie, mais majoritairement, notre monde, ils sont des cadres cliniques. Les coûts inhérents à ça, je le répète, c'est une photo, puis on est convaincus. Mais les effets collatéraux, ça va être beaucoup plus que 220 millions à nos yeux. Donc, l'économie réelle, au bout de la course, on
pense qu'on n'y arrivera pas, là. On n'y arrivera pas, sûrement pas dans les 3-4 premières années. Peut-être qu'à terme, dans 10 ans, on aura dit on a économisé, peut-être, mais pour faire le virage, c'est madame qui disait tantôt, on est sur un gros paquebot, là. Penser qu'on va tourner complètement à gauche, là, dans un espace, je pense que ça fait partie de la pensée magique. Il y aura un coût, il y a des mesures de stabilité d'emploi, puis il y a tous les coûts administratifs qui s'en dégagent. Donc, non, nous, on pense que le 220 millions, là, c'est utopique. Il y a une constante, cependant, depuis 10 ans, il y a eu en pourcentage une augmentation du nombre de cadres par rapport au nombre d'employés. On n'aborde pas vraiment cette question-là. Vous abordez le ratio 1,18 dans votre mémoire, mais plus que ça, est-ce que vous admettez qu'il y a quand même des améliorations à apporter dans ce dont vous venez de parler? Le taux d'encadrement, c'est une chose, possible d'alléger les structures. Y a-t-il de l'ouvrage et quelque chose à faire? Admettez-vous ça? J'ai toujours dit qu'on nous mette à contribution, puis on est prêt à regarder l'ensemble de ces éléments-là. Vous savez, l'augmentation du nombre de cas de gestionnaires dans le réseau est étroitement liée à la loi 30, si ma mémoire est bonne, hein, l'application de la loi 30 qui a fait en sorte que les syndicables non syndiqués, hein, à l'époque, le ministère avait dit ils vont soit devenir des syndiqués ou soit devenir des cadres. Il y a eu une partie de ça, mais regardons aussi le nombre d'usagers à l'intérieur de notre réseau qui a augmenté parce que la population vieillit, les soins sont de plus en plus demandés. Donc, mais en dehors de ça, oui, je pense qu'il y a un exercice, et c'est là qu'on disait, c'est pas une démolition du réseau qu'on voulait, c'est une rénovation, une déconstruction, peut-être déconstruire des éléments, puis les rebâtir autrement, faire les choses autrement, avec des systèmes intégrés. Oui, on pense qu'il y aurait pu avoir des éléments intéressants d'économie à tous les niveaux. En page 4, vous abordez le pouvoir de nomination du ministre qui, dites-vous et écrivez-vous, pourrait mener aux pires dérives de gestion, on en parle, puis aussi de déresponsabilisation du personnel, d'encadrement. Quelles dérives? Avez-vous des exemples? La littérature nous dit, et ça vient, si ma mémoire est bonne, d'un professeur de l'université Montréal, M. Lamarche, qui nous dit que ces pires dérives-là, c'est entre autres le présentéisme. Donc, la déresponsabilisation, la démobilisation vont faire en sorte que les gens risquent de sombrer dans le présentéisme, dans le désengagement organisationnel. Quand, sur le terrain, les gens sont au quotidien, hein, près de leurs dirigeants, et ils ont à cœur, dans le fond, l'offre de service, répondre à la clientèle, répondre aux orientations des dirigeants de l'organisation. Ils sont prêts, ils se sentent partie prenante. Ça, c'est un élément important. Et la rupture aussi entre le pouvoir, de l'équilibre, entre l'équilibre du pouvoir et de l'autorité. Donc, pour nous, c'est la baisse de la performance et, somme toute, la détresse psychologique. On en a déjà. On en a déjà passablement. On ne voudrait pas voir accroître ce volet-là à l'intérieur du personnel d'encadrement qui font partie de notre association. Donc, comment un chef va avoir de l'emprise pour décider de l'orientation d'un programme, d'un service à donner à la clientèle, de son niveau de pertinence, des ressources qu'il a besoin pour offrir ce service-là, pour les affecter, alors que tout risque d'être défini par en haut. Donc, j'aurais même le goût de vous dire, c'est peut-être la perte de sens au travail que ces gens-là risquent de vivre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit capable de nous interpeller, qu'on s'assoie avec les gens, puis qu'on regarde comment on est capable d'éviter cette dérive-là. Parce qu'on sait pertinemment que le projet de loi 10, il va être adopté, que ces éléments-là vont être en place, peut-être avec quelques petites modifications, on l'espère, mais on est prêt à mettre l'épaule à la roue.
Je compléterai avec le volet plus social, parce que vous abordez aussi ce thème-là. Vous dites que vous craignez que le volet santé éclipse le volet social. Vous parlez de retirer le pouvoir aux communautés, vous parlez de la place citoyenne. Vous la voyez comment? Vous souhaitez quoi pour le citoyen et l'usager? La place citoyenne, dans l'approche populationnelle qui avait été mise en place par les anciens dirigeants du ministère, c'était pour faire en sorte que les C3S soient capables de s'occuper non pas uniquement du curatif, mais aussi du volet préventif. Puis on disait clairement de s'occuper de leur population locale. Ça vient de disparaître. Pour être capable de faire ça, on avait mis des représentants des usagers au conseil d'administration, des gens de la communauté, pour que ces gens-là soient capables de s'assurer puis d'amener la réflexion locale à l'intérieur des services, amener la réalité des populations, puis qu'on ne se déconnecte pas de la réalité. Ce qu'on craint, c'est qu'avec les gros conseils d'administration, à l'intérieur d'une même entité, on va perdre cette place citoyenne-là, on va perdre cette sensibilité qu'ont les dirigeants actuellement par rapport à leur population, aux besoins de leur population. C'est inévitable quand on voit des directeurs généraux s'occuper de la prévention, on dit voilà le rôle qu'on souhaitait avoir des C3S, puis qui développent des réflexes en prévention plutôt qu'en curatif pour éviter d'engorger les hôpitaux, les urgences. On craint la disparition de cette place citoyenne. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux représentants de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux. Ceci met fin à l'échange. Compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux jusqu'à demain matin après les affaires courantes afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 10. Merci.